Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, ex-banquiers et anciens experts comptables, mais surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue sur notre podcast Quitte le Boomer Dream. Ici on parle d'argent sans être chiant et on te donne les clés pour prendre tes finances en main, gérer ton patrimoine et investir. Le meilleur moment pour quitter la rat race commence dès maintenant et on espère te motiver chaque semaine à avancer dans cette quête. Chaque lundi, tu retrouveras notre épisode sur nos aventures hebdomadaires et sur les actualités du monde de l'investissement. Le jeudi, nous sortons un épisode sur un thème particulier du monde de l'investissement avec toujours le même objectif, vulgariser les sujets complexes et te faire progresser dans ce domaine. Nous recevrons un invité par mois pour un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur la plateforme d'écoute et à nous laisser une note de 5 étoiles, à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. On a hâte de te retrouver chaque semaine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que votre début de semaine se passe bien et on est content de vous retrouver pour un vaste sujet. Mais pour un épisode passionnant surtout. Plus un sujet qui m'a été inspiré par une story ouin sur Instagram où la personne expliquait qu'en fait, même si aujourd'hui fallait se lancer dans l'investissement, donc ça partait quand même d'une bonne intention d'essayer de pousser au fait de commencer à investir et de prendre les choses en main, c'est en mode, c'est vrai que quand même aujourd'hui c'est moins facile qu'avant, mais ça reste quand même faisable. Et en réalité, je suis pas d'accord là-dessus. Je pense qu'en fait, il y a pas de bonne ou de mauvaise époque pour commencer. Tu sais que je pense que nous, on nous attend pas là-dessus, là. Vu qu'on dit notre nom, c'est Quitte le Boomer Dream, tu vois. On est un peu du style à dire les boomers, ils avaient tout et nous rien du tout. C'est peut-être un peu c'est contre-intuitif. Mais au final, je pense que je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis pas sûre qu'avant c'était mieux que maintenant. Donc on va voir ça. Ouais, et puis après, en vrai, la story que je voyais, elle faisait pas forcément référence aux boomers et à l'immobilier qui coûtait trois noisettes qu'ils ont acheté dans les années 60, tu vois, mais plutôt au fait que dans les années 2010, c'était quand même nettement plus simple, parce qu'entre guillemets, les taux étaient plus bas, c'était plus facile d'avoir du prêt, l'immobilier était un peu moins cher qu'aujourd'hui, tu vois, c'était surtout ça qui était visé. On va peut-être commencer par ce qu'on nous rabâche souvent qui était plus facile avant. Et le premier truc qui vient, c'est les taux d'intérêt plus bas. Alors ça, oui et non. C'est-à-dire que il y a peut-être une époque, et encore, je pense que ça fluctue vachement dans le temps. Parce qu'au final, nous, on achète depuis 2018. Et depuis 2018, on a connu des taux très bas et des taux très hauts. Et au final, là, on est sur des taux qui sont corrects, je pense, par rapport à ce qu'on a connu. Donc, en fait, à mon avis, au fur et à mesure des années, ça fluctue vachement, tu vois. Tout à fait, ça change et puis il faut pas se dire que en fait les taux ont toujours été bas. Donc c'est vrai que bon, t'as toujours, quand tu te replaces dans le contexte des années 70-80 où t'avais des taux d'intérêt à 10%, qui étaient extrêmement importants. Après dans les années 2000, t'étais sur des taux plus raisonnables, on va dire sur une fourchette entre 4 et 6%. Et depuis la crise des subprimes et surtout la crise de l'euro où ils ont fait le quantitative easing à mort, ils ont fait pression pour faire baisser les taux d'emprunt des États. C'est ça qui a tiré pas mal les taux immobiliers vers le bas. Et c'est vrai que depuis grosso modo 2014, on se retrouve avec des taux qui sont très proches de 1%. Et c'est vrai que ça, pour ceux qui en ont profité, nous on le voit, c'est vrai que tu as quand même plus de cash flow quand tu as un taux à 1%, parce que mécaniquement, nous on a des biens avec des taux de renta parfois moins élevés que des nouvelles OP qu'on a fait récemment. Et pour autant, en proportion de ce qu'on a investi, on a plus de cash flow, parce que c'est vrai que les intérêts, ça vient quand même manger un peu de notre cash flow possible. Tu penses que, lié un peu au taux d'intérêt bas, l'accès au crédit, il était plus dur avant ? Non, ça pour le coup, tu vois, ça c'est le truc où c'est peut-être le point où je suis pas d'accord, même si tu vois aujourd'hui on a certes les critères HCSF qui compliquent un peu les choses. Avant, tu pouvais t'endetter beaucoup plus facilement en nom propre directement, t'avais plus besoin de forcément te casser la tête, passer par des sociétés, etc. Comme on a déjà pu en parler dans ce podcast. Mais pour le coup, tu te retrouvais avec des banquiers qui comprenaient beaucoup moins ce que tu voulais faire. Et ça, nous on l'a vu dans les années 2017-2018, t'apportais un bien avec 10% de renta au banquier, te regardait avec des grands yeux, tu disais que tu voulais emprunter sur 20 ans, lui comprenait pas pourquoi, parce qu'en fait il voyait que t'avais du cash flow et que pour lui c'était pas normal d'avoir du cash flow. Il était là, achetez votre RP enfin. C'est ça, ou alors il te disait justement que tu devais emprunter sur une durée plus longue. Et c'est pour ça que nous, notre premier prêt, on l'a fait sur 8 ans, parce que justement le banquier était en mode en fait c'est très rentable, autant que vous empruntiez sur la plus courte durée possible. Quelle erreur. Alors, erreur, je sais pas, mais c'est une stratégie vraiment particulière, quoi. Aujourd'hui, t'as quand même des banquiers qui comprennent que justement ça te permet
de te sécuriser toi en Ouais, tant c'est ça. qu'investisseur, de sécuriser la banque, parce que le fait que tu aies du cash flow, typiquement tu as un immeuble de 4 appartements, tu as 2 des loyers sur 4 qui couvrent ton prêt, ça veut dire que même si tu as un problème sur la moitié de ton immeuble, tu as l'autre moitié qui permet de payer le crédit. Ça, le banquier le comprend, il comprend aussi que c'est comme ça que tu arrives à faire du cash pour faire les travaux de tes biens, avoir récupéré de l'oseille pour faire tes prochaines opérations. Aujourd'hui, tu as quand même des banquiers qui le comprennent, parce que tu as des banquiers qui sont plus jeunes, qui vivent avec l'horaire des réseaux sociaux, voient un peu plus ce que font les investisseurs IMO, même si c'est vrai que moi, quand j'étais banquier d'affaires, je voyais assez peu de rentabilité à 10%, ça peut-être 1% de mes dossiers, pas plus, tu vois. Mmh. Donc, tu auras quand même aujourd'hui, je pense, des banquiers qui comprendront plus facilement ton projet que tu l'avais à l'époque. Ouais. Le truc qui vient après, les taux, d'intérêt bas, c'est, moins de réglementation, plus de renta brute. Mais, là non plus, je suis alors oui, peut-être factuellement, mais d'un autre côté, c'est peut-être un bien pour un mal, tu vois ce que je veux dire? Au niveau de la réglementation, OK, il y en a plus. Ça, c'est moi qui dis ça en plus, moi qui me fais l'administratif tous les jours. Mais, je pense que ça protège un peu mieux les parties, tu vois? Que maintenant il y ait plus de réglementation qu'avant. Alors c'est marrant parce que là-dessus, tu vois, j'irais pas forcément à fond dans ton sens que moi honnêtement la réglementation, je trouve que toujours que c'est Oui, trop, après, elle est poussée à l'extrême, parce que là on est juste dans un environnement où il nous en faudrait mais est-ce moins, et que tu c'est sais. ça qui rendait les choses, plus simples? Je suis pas Bah, sûre, tu vois? quand même, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait un investisseur avec qui on avait déjeuné, qui avait acheté une maison dans les années 2000, et en fait, il avait eu un permis de construire pour en construire une, et en fait, il en avait construit 3. Il s'est Et jamais fait gauler en et plus. oui, et ça à l'époque ça passait parce que les mairies étaient moins sévères, parce que Moins l'administration moins de fiscale. moyens de contrôle, je pense, tout Ouais, tout simplement. simplement, le fisc il utilisait pas Google Maps ou Google Earth pour regarder si t'avais fait une piscine ou une extension à ta maison. Donc aujourd'hui, c'est plus complexe là-dessus. Tu vois, ça c'est peut-être un point qui est plus rigide, mais pour autant, au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, tu trouves plus facilement de la rentabilité brute, Ouais, je parce pense. que en réalité, grosso modo, on l'a déjà dit, mais la France, en termes d'immobilier, elle est divisée entre les grandes agglomérations qui sont très chères et le reste de la France qui est vraiment pas spécialement cher. Et au final, je trouve quand même que ces dernières années, les loyers ont progressé partout, Voilà. alors qu'au final, le prix de la pierre a pas tant augmenté. Tu vois, il y a plein de coins où tu trouves encore de l'immobilier entre 1500 et 2000 euros du mètre carré. Et là où des loyers se louaient, t'as des studios, des T2 qui se louaient 250 euros il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, c'est 350, 400 balles pour avoir un truc correct, quoi. Mmh. Et tu penses qu'avant, parce que je sais que les Français, on est très aptes à être propriétaires, au moins de l'ARP. Est-ce que tu trouves que, les gens sont de plus en plus propriétaires ou, avant ça l'était moins ou? Alors, en réalité, les chiffres sont plutôt stables. Grosso modo, tu as un petit peu moins de propriétaires qu'avant. Mmh. Mais ça, honnêtement, sur le sujet de l'investissement immobilier, ça, pour moi, ça change pas grand-chose. Parce qu'en fait, tu as déjà tellement de problèmes sur le logement en France, entre le Ouais, manque c'est sur les vrai. logements sociaux, le manque des biens sur le marché locatif, l'abondance des résidences secondaires, notamment dû au fait que les étrangers peuvent acheter très facilement en France, et parfois des meilleures conditions fiscales que les résidents français. Coucou nos amis qataris qui payent pas d'impôts sur la plus-value. Donc tu vois, c'est plutôt ça, moi, qui va venir impacter le fait qu'au final, quand t'es investisseur IMO, tu vois pas la différence sur ce point-là. Après, là où par contre, c'est vrai que pour le coup avant, l'immobilier était globalement moins cher, surtout quand tu te replaces 10-15 ans en arrière, c'est vrai que le marché a quand même monté, mais il est pas monté partout, il est pas monté partout pareil. Donc c'est vrai que typiquement dans les grandes villes, tu pouvais encore faire du 10%, nous on le voit, on a investi à Montpellier en 2018, on a réussi à trouver des apparts à plus de 10% de renta en location longue durée, t'avais pas besoin de faire de coloc, pas besoin de faire de location courte durée, etc. Là aujourd'hui, c'est quasiment impossible sans passer par vraiment des techniques d'optimisation type location courte durée, colocation, de faire du 10% dans une ville comme Montpellier. C'était encore possible avant, mais en réalité, il y a plein d'autres endroits où tu peux facilement avoir de la rentabilité. T'achèteras pas beaucoup plus cher que t'achetais il y a 10 ans, hein, on va pas se mentir, les villes moyennes françaises, elles ont quasiment pas bougé, voire parfois il y en a même qui ont baissé, et c'est là-bas que tu iras faire du cash flow. Et encore, tu vois, là, tu dis: «Ouais, maintenant c'est quasi impossible», mais nous, le dernier bien qu'on a acheté, il est sur Montpellier et la renta, elle est folle, tu Après, vois? c'est du local commercial. C'est vrai que quand tu commences pas forcément On par du parle local de biens commercial. immobiliers, du coup, ça On est inclut les d'accord. 2, tu vois? Mais c'est que c'est faisable quand C'est que même. c'est faisable, tout à fait. Est-ce que du coup, tu dis que l'immobilier est moins cher. Du coup, toi, pour toi, c'est relatif, c'est-à-dire, c'était moins cher avant, maintenant pas vraiment, enfin
Tu pas Bah, énormément augmenté, tu vois? ouais, c'est pour moi, il faut toujours tout rapporter. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, si tu vas un peu loin, tu te replaces dans le contexte des années 90-2000, là, t'as vraiment de l'immobilier pas cher, t'as des gens qui ont construit des fortunes en achetant des appartements à Paris dans cette période, etc. Sauf qu'au final, à l'époque, l'immobilier n'était pas beaucoup plus rentable qu'aujourd'hui. T'as quand même une certaine corrélation entre le prix et les loyers. Je trouve qu'aujourd'hui, les loyers ont quand même nettement augmenté. Et par exemple, particulièrement depuis le Covid, il y a quand même une certaine inflation sur les loyers et tu loues plus cher. Enfin, nous, il y a pas mal de biens qu'on a achetés avant Covid qu'on loue plus cher aujourd'hui. Et en plus, on se retrouve aujourd'hui avec plus de facilité pour emprunter des grosses sommes d'argent à la banque. Tu vois, on va pas se mentir, mais 1 million d'euros en 2025, c'est pas 1 million d'euros en 2015. Vous allez voir en 2015 un banquier pour emprunter 1 million d'euros, c'est un très gros montant. Il vous les prêtait pas comme ça. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est facile d'emprunter 1 million, mais ça se fait beaucoup plus souvent. Moi, je vois quand j'étais banquier d'affaires des prêts 1 million, enfin limite quand on avait moins d'1 million, on se demandait presque pourquoi on faisait le prêt, tu vois, parce que alors que mes collègues 10 ans en arrière, des prêts d'1 million, ils en faisaient jamais, tu vois. Ouais. Je pense que, par contre, c'était moins accessible quand même, l'immobilier, même s'il était moins cher. Tu vois, c'était moins fluide au niveau de l'info, au niveau de, tu sais, comment on appelle ça? On pourrait dire que c'est liquide, tu vois, ça, le marché, au final, là, il y a plein d'infos. Avant, t'étais un peu cantonné à autour de chez toi, tu vois, comme tu disais, je sais plus dans quel épisode, pour acheter, il fallait regarder les annonces, prendre le téléphone, appeler, serrer les fesses pour que l'agent IMO soit pas trop nul et tu enfin c'est ultra long par rapport à maintenant où en fait tu fais ton marché sur internet, là tu vois ce qui va, t'as déjà des photos de l'appart en avance, donc ça je pense que on le sous-estime aussi, tu vois. Ben ça, je suis assez d'accord, c'est que vraiment aujourd'hui, moi je trouve c'est ça qui fait que c'est plus facile d'acheter de l'immobilier et que ça l'est même plus facile qu'avant. Surtout qu'en fait, là on parle beaucoup d'immobilier, mais ça, les choses qu'on va dire après, elles seront vraies pour quasiment toutes les classes d'actifs, c'est que l'information est plus simple, donc tu trouves plus facilement de l'immobilier, t'as plus facilement de la data. Aujourd'hui, à l'époque, des fois, t'avais juste la description d'un bien et tu devais te déplacer. Là, aujourd'hui, t'as des vidéos en HD qui permet quasiment de voir tout ce que t'as besoin de voir avant d'aller visiter. Par exemple, si on sort un peu de l'immobilier, on va sur le terrain de la bourse. Aujourd'hui, tu as un nombre de plateformes faciles d'accès qui sont très bien faites avec des tutoriels pour les débutants, pour apprendre. Tu as plein d'informations, que ce soit YouTube, des podcasts, des formations, des contenus gratuits, des posts sur les réseaux sociaux. Enfin, tu as vraiment beaucoup de choses qui te font progresser, qui te permettent d'avoir de l'info que tu n'avais pas avant. Et cette info-là que on a aujourd'hui en 2025, c'était pas celle qu'on avait en 2020, c'était pas celle qu'on avait en 2015. Moi, je me souviens quand je commence à m'intéresser à l'immobilier en 2017 ou même à la bourse de manière générale, t'as pas 50 000 personnes qui en parlent sur YouTube. Souvent, c'est beaucoup moins professionnel qu'aujourd'hui. T'as beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à savoir. Moi, par exemple, à l'époque, quand avant justement de rentrer en banque, j'avais tout un truc autour du dossier bancaire. Il y avait personne qui savait concrètement comment on faisait un dossier bancaire et qui en parlait sur YouTube. Ça n'existait pas. Ou alors ceux qui en parlaient, ils avaient des trucs un peu bizarres. En fait, c'était des trucs que leur avait dit leur banquier dans leur banque, mais qu'en réalité, moi, je me suis rendu compte plus tard que ça s'applique pas forcément Ouais. à toutes les banques, tu vois. Et ça, c'est des infos qu'aujourd'hui tu peux avoir facilement que tu n'avais pas avant. Donc aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui vont à la banque en sachant ce qu'est un crédit, comment voit la banque, ce qu'elle peut lui proposer, qui savent déjà ce qu'ils doivent demander au banquier. Et en fait, ça te donne une avance de fou dans ta négo que tu n'avais pas ou plus difficilement en tout cas avant. Aussi, il y a un truc qu'on dit souvent, c'était mieux avant, c'est qu'en fait, il y avait moins de concurrence. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Là encore, tu vois, la concurrence, ça Ouais. dépend où tu la Mais ouais, vois et ça sur quoi. dépend, c'est clair, ouais. Tu vois, par exemple, on va pas se mentir, mais sur l'investissement en bourse ou en crypto-monnaie, la concurrence, de toute façon, c'est pas vraiment ton problème. C'est juste que ça influe un petit peu ton taux de rendement. En mode, c'est sûr que t'investissais en crypto-monnaie entre 2013 et 2017, tu faisais des beaucoup plus gros gains qu'aujourd'hui. Ça, c'est vrai, mais t'avais aussi un accès qui était plus compliqué. Il fallait faire des virements sur des sociétés qui venaient d'être créées, où t'avais pas d'historique, tu savais pas si elles étaient solides. C'était ils avaient des comptes dans des pays étrangers, etc. C'était assez compliqué. Alors qu'aujourd'hui, tu te retrouves beaucoup plus facilement à pouvoir trouver où tu veux investir sur des plateformes qui sont fiables. Et pour par exemple revenir à l'immobilier, honnêtement sur l'acquisition d'un bien, je pense pas que tu as plus de concurrence Non, je aujourd'hui que pense tu en pas. avais il y a quelques années. Même par exemple sur le sujet des marchands de biens, je suis pas persuadé, même si c'est plus populaire aujourd'hui d'être marchand de biens et que t'en entends parler à tort et à travers sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, sur YouTube, je suis pas persuadé qu'il y ait spécialement plus de marchands de biens aujourd'hui qu'il y en avait avant. Ouais, je suis plutôt d'accord.
Aussi, je pense que ceux qui verront la différence, c'est, plutôt les plus âgés, tu vois? Le «c'était mieux avant» et ce que tu disais par rapport à l'informatique et aux outils qui sont là pour nous parce que la vérité, c'est que, bah, nous, on est une génération qui a toujours vécu avec ça. En fait, notre monde à nous, il est, comment dire? Il est, géré comme ça, en fait, depuis qu'on est petit, on a l'habitude d'aller sur YouTube. Enfin, je sais pas, la première fois que tu es allé sur YouTube, je sais pas quel âge tu avais, mais genre 8 10 ans. ans, ouais, quelque Ouais, chose tu comme ça. vois? Genre, enfin, pour nous, c'est un peu dans notre ADN et c'est vrai que je pense que ça sera plus facile pour notre génération maintenant d'investir que, par exemple, quelqu'un de genre, bah, 50 ou 60 ans qui s'y met maintenant. C'est vrai qu'il risque d'être un petit peu largué, tu vois? Oui et encore parce que tu as quand même le truc de quand tu investis jeune, ça demande une certaine maturité que quelqu'un par exemple qui a 45 ou 50 ans, ça lui fera peut-être moins peur d'acheter un immeuble et de poser 200 000 sur la table, via le prêt de sa banque alors que quelqu'un qui, a peut-être 20 ans, ça peut tout de suite sembler gros, se dire qu'en plus on n'a jamais eu cette somme et qu'on va la mettre dans un investissement dont on n'est pas forcément toujours certain de ce qui va se passer derrière, tu vois? Mmh. Donc c'est sûr que là encore ça peut jouer mais tu trouves toujours le contre-exemple derrière donc pour moi au final c'est pas plus Dès compliqué, que avant que, maintenant que ça l'était avant, pardon. En plus, aujourd'hui, on peut parler de l'IA, ça, c'est des choses qui ça, nous font c'est gagner vraiment un temps de fou. the truc, je pense, révolutionnaire et d'ailleurs, je pense que pour rester un peu dans dans l'actualité et continuer un peu à vivre avec son temps, il faut l'utiliser au quotidien, tu vois? Il faut apprendre à automatiser grâce à l'IA parce que ça va tellement vite, donc autant utiliser cet outil qui est vraiment révolutionnaire. Oui, sans compter qu'en plus, aujourd'hui, tu peux faire beaucoup plus de choses à distance. Par exemple, rien qu'il y a 10 ans, tu avais rendez-vous avec ton banquier, tu étais obligé de te déplacer, d'aller le Ah, voir en quelle horreur! physique et cetera. Là, aujourd'hui, tu peux faire une visio, tu peux faire un call téléphonique, il a l'habitude. Pour moi, c'est des choses qui font que c'est plus facile aujourd'hui. Il y a peut-être, tu vois, le truc que avant, quand tu voulais investir, tu pouvais le faire en nom propre, tu te cassais pas forcément la tête de ton régime, juridique et cetera. Là, aujourd'hui, c'est sûr que quasiment 100% du temps, quand tu vas faire un investissement IMO, au bout d'un moment, tu passes en SCI à l'IS. Et c'est vrai que avant, t'avais pas forcément ce besoin. Mmh. Pour moi, c'est pas plus dur, c'est juste une adaptation. Et en Oui, réalité, c'est juste que les règles ont changé, du coup, c'est une on adaptation. s'adapte aux règles. Et ça, c'est souvent un truc que je dis, mais l'immobilier est majoritairement détenu en France par les personnes âgées qui ont souvent acheté dans les années 80, 90, 2000, à une époque où la fiscalité, pour tout un tas de raisons, était moins importante sur les loyers. Il n'y avait pas les prélèvements sociaux ou des taux moins élevés qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Donc beaucoup étaient en revenu foncier et en vrai, ils se faisaient pas trop défoncer en Ouais, revenu mais là, foncier. par contre, Là maintenant, aujourd'hui, les revenus fonciers, faut oublier. Et c'est pas pour ça que, entre guillemets, on se dit ok c'est plus dur. Non, ça veut juste dire que tu t'adaptes et tu fais autrement. et de toute manière, je pense que d'une manière générale, il y aura encore, plein d'autres changements comme ça, tu vois? Oui, Peut-être que là, en ce moment, c'est la SCLIS, allez, si tu pousses un peu, tu mets ta holding et machin, mais je suis sûre qu'il y aura des nouveaux trucs avec des nouveaux cracks oui. à avoir, tu vois? Tu vois, pareil, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de solutions qu'avant. Par exemple, je sais pas, tu te remets 10 ans en arrière, la SCPI, c'était encore des trucs qui étaient distribués par les banques. Alors même si nous, on n'est pas très friands de la SCPI parce que pour l'effet de Il y en a levier, qui c'est sont rentables en vrai, hein, des SCPI, hein. ouais, mais c'est l'effet de levier qui est compliqué. En fait, Ouais. la banque, elle aime pas trop te faire un prêt pour la SCPI. Mais aujourd'hui, tu peux avoir des SCPI en ligne avec moins de frais. Tu as des systèmes de crowdfunding pour les marchands de biens, etc. Tu as quand même des solutions, même si nous, on les utilise pas. Ça reste des outils qui sont à la dispo aujourd'hui, où tu as certains investisseurs qui arrivent à les intégrer dans leur stratégie. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Tu vois, aujourd'hui, les ETF, c'est très populaire, même si les ETF, ça existe depuis longtemps. Il y a 10 ans, t'entendais très peu parler des ETF. C'était vraiment le truc, genre, il fallait être un crack de la finance. C'était un peu le mot compliqué, que de temps en temps un Et mec te d'ailleurs, sortait comment dans une tu faisais vidéo. pour savoir avant, tout ce qui est, ETF et tout? Comment tu faisais? Bah, Tu t'avais demandais déjà à ton banquier ou, ouais, c'est ça, tu Ah passais oui, par OK. ta banque pour passer tes ordres de bourse, et cetera. Après, t'as quand même les premiers sites internet en bourse qui sortent genre, je sais pas moi, au moment de la crise des subprimes, je pense que tu les premiers courtiers en ligne. En gros, quand t'as internet qui se démocratise pas mal et que t'as surtout, une connexion réseau suffisamment puissante qui te permet de passer des ordres, à distance. Mais, c'est vraiment très facile aujourd'hui, quoi. Et très facile et je pense accessible dès enfin, même pour les petits portefeuilles, tu vois? Oui, en plus. Actuellement, c'est pas que je comprends pas, mais c'est que je trouve que c'est assez dur, enfin, assez incompréhensible d'entendre: «Oui, mais moi j'ai pas les moyens d'investir et tout». Bah, en fait, si, on a tous les moyens, tu vois? Même, Surtout que 20 c'est des €, habitudes à 50 prendre. €, c'est en fait, c'est faisable, hein, sur, les plateformes. En vrai, Ouais. c'est tellement facile que Bah, après, tu vois, faut pas mentir, c'est jamais 50 € par mois investis sur quoi que ce soit qui te rendra millionnaire. Mais non, en fait, tu prends des habitudes qui voilà, seront bonnes pour le jour où tu seras capable de mettre puis plus. tu diversifies, en vrai. Toi, enfin, je veux dire, c'est une manière de diversifier comme une autre. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est 50, mais si ça se trouve quand tes moyens ils te le permettront, bah ça sera 500, 1000, tu vois? Enfin,
Et ça, c'est accessible et franchement, pour ça, je trouve que c'est quand même une chance. Complètement, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que un autre point extrêmement important qui a évolué aujourd'hui, c'est le mindset global, en fait. Je pense que les boomers, ils nous ont tellement essorés Ouais. qu'en vrai, bah, si tu veux un petit peu t'en sortir et pas vivre une vie de chien, tu vois, tu dois un peu te level up au niveau du mindset. Et j'ai l'impression que d'ailleurs, c'est assez tendance sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça, c'est les réseaux qui le permettent aussi, tu vois, de penser différemment, d'aller un peu à contre-courant de Après, société toute modelée, tu vois. faut pas non plus aller dans l'extrême et te dire que toute notre génération est tournée vers ça, et bien au contraire, tu vois, il suffit de regarder les commentaires sous un réel pour bien voir qu'il y a plein de personnes qui n'y croient pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée de quitter le boomer dream ou la rat race, ça dépend le terme que tu préfères employer, elle est devenue légitime. T'as des gens qui l'entendent, qui le comprennent, alors que il y a 10 ans, Bah d'ailleurs, il y a plein de personnes plus âgées, quand tu leur expliques, ils sont là: Pourquoi faire?» tu vois? ouais, Enfin, complètement. Et même nous, on le voit. Alors, c'est toujours pareil. C'est vrai que dans ton cercle d'amis, etc., tu vas finir avec des gens qui te ressemblent ou qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Mais on voit quand même que de manière générale, dans notre génération, tu peux parler avec beaucoup du fait de moins travailler, de voir les choses autrement, même si, bon, l'idée de se créer un patrimoine pour vivre de ses revenus, c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde va comprendre ou tout le monde aura en tête. Mais voilà, c'est des aspirations qui aujourd'hui se comprennent et font aussi que du coup, c'est un peu plus simple d'investir, t'as moins de barrières. Honnêtement, tu te disais vas-y, je vais quitter mon taf pour vivre de mon immobilier en 2010. Franchement, t'étais en avance sur ton temps. Il y en avait pas beaucoup qui pensaient ça et très probablement que tous les gens autour de toi allaient te tourner le dos en te disant non mais t'es complètement barjot quoi. mais je pense que ça, c'est un truc, peut-être un petit peu générationnel, mais j'ai pas l'impression que notre génération, en tout cas, elle a envie d'avoir qu'une seule vie professionnelle, tu vois? Genre, on commence tous avec des études déjà pour commencer, mais combien font des études pour pas faire ce que les études visent en particulier? Et au final, j'ai l'impression que tout le monde change au bout d'un moment de métier ou d'entreprise, ce qui se faisait pas du tout avant, tu vois? Ouais, je suis C'est un assez peu d'accord. plus agile, comme génération. Et moi, ce que je retiens surtout, et je pense que ça dirigera un peu vers la conclusion de cet épisode, Ouais. c'est que en réalité, c'est plus facile pour nous d'investir aujourd'hui que ça l'était quand on a commencé. Et pourquoi? C'est pas une question de période, de conditions, de changement des règles, de changement du marché, de prix ou quoi que ce soit. C'est juste que quand on a commencé, on n'avait pas de connaissances, pas de compétences, pas de réseau, alors qu'aujourd'hui on en a, et c'est ça qui rend entre guillemets beaucoup plus facile l'investissement Clairement. aujourd'hui. Donc en fait, faut toujours retenir que c'est au moment où vous allez vous lancer que ça va être le plus dur. Et peu importe de vous dire que c'était plus facile avant, que maintenant c'est plus dur mais ça reste possible. En fait non, c'est juste que ça l'a toujours été, ça le sera toujours. C'est juste que le moment où vous allez commencer, ça sera le moment qui vous paraîtra le plus difficile. Et c'est normal, c'est le chemin, faut se faire violence. Et une fois que vous allez vous lancer, c'est là où bizarrement ça commencera à être plus facile. Et honnêtement, même quand nous on a eu peut-être nous l'événement récent qui a évolué dans notre façon d'investir, c'était l'augmentation des taux. Ah, c'est vrai qu'au début j'ai fait un peu la gueule quand j'ai fait les simulations de cash flow sur les opérations qu'on avait en cours et que je me rendais compte que prendre 1 ou 2 points sur nos Ça nous prêts, grignotait ça le nous truc, ouais. mangeait un bon quart voire un tiers du cash flow prévu. Franchement, au début je faisais un peu la gueule parce que je me disais mince, ça reporte un peu nos projets, etc. Au final, quelle est l'adaptation qu'on a fait? Ben, c'est que au lieu de se dire bon ben voilà, on va se contenter de 30 lots, ben on en a acheté 50 et au final on a eu plus de cash flow qu'on avait estimé au début. Ça nous a forcé à nous dépasser, et maintenant la carte qu'on a, c'est que très probablement que les taux rebaisseront, et quand les taux rebaisseront, on renégociera nos crédits et on aura du cash flow plus important. Exactement. En vrai, c'était intéressant comme sujet. Mm. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur le sujet ou pas? Non, moi je trouve ça vachement intéressant et c'est souvent important. J'aime pas, tu sais, ces sujets un peu temporels où tu te dis ah non mais si tu voulais investir dans ça, fallait faire à telle période. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, il faut s'adapter. C'est Il y juste a que jamais de situation idéale, oui, en c'est fait. ça, Faut c'est juste y ça, aller, c'est tout. c'est ça. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous fait plaisir, à nous laisser un petit commentaire. On se retrouve sur Instagram, sur le podcast, sur l'Instagram du podcast Quitte le Boomer Dream. Et pour tout ce qui est un peu plus investissement et lifestyle sur la flouserie. On se dit à lundi prochain. À lundi, ciao. Ciao.